et je gère toute la production de la donnée pour nomination. Et puis notre expert aujourd'hui sera Frédéric. Bonjour à tous, Frédéric Saffroy, donc je suis avocat et je travaille sur les questions de données personnelles depuis un peu plus de 15 ans. Donc Frédéric nous a accompagnés pour notre propre mise en conformité. Il nous fait le plaisir de partager avec nous un maximum d'éléments pour ce webinaire. Donc le sujet du webinaire, très rapidement. Pour planter le décor, je vous propose de commencer par quelques questions, histoire de se mettre en jambes. Frédéric nous partagera les points clés du RGPD. Nous avons conduit une étude pour savoir où en sont les entreprises, donc on partagera avec vous les premiers résultats. Et puis, avec Marie, on échangera sur le retour d'expérience nomination et comment, chez Nomination, on a pu mettre en place le RGPD. Alors, première question, Frédéric. RGPD, c'est un machin européen, donc ça va mettre 10 ans avant d'être applicable en France. Eh bien non. Le RGPD déjà a été adopté en 2016, donc bientôt 2 ans, et il va s'appliquer automatiquement à partir de mai 2018. C'est un règlement, à la différence de ce qui était précédemment. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de loi ni d'aucun acte juridique en France pour s'appliquer. Il s'appliquera directement fin mai 2018 à tous. Ok, ça s'applique en mai 2018, mais au pire, comme aujourd'hui, je risque un avertissement. Alors oui et non. Non, parce que la réglementation qui s'applique directement prévoit des sanctions beaucoup plus importantes qu'auparavant, qui pourront être infligées par les CNIL nationales, donc sans passer par un tribunal. Non, parce que aujourd'hui, il est vrai que les institutions ne sont pas toutes prêtes. Il manque une nouvelle loi informatique et liberté qui devra compléter le règlement. Le règlement e-privacy ne sera vraisemblablement pas prêt en mai 2018. Donc, il est vraisemblable que dans l'année 2018 et les mois qui suivent, les CNIL soient plutôt conciliantes et fassent preuve plutôt de pédagogie que de sanctions. Ok, donc, mais dans le pire des cas, la sanction commence à être significative. Oui. Ok, mais aujourd'hui, on peut se dire que ça concerne que les grosses entreprises comme Facebook. Non, le règlement concerne véritablement tout le monde, tous les acteurs économiques, toutes les entreprises, ne serait-ce que la relation client, bien évidemment, mais également les relations salariées, les fichiers de fournisseurs, etc. Donc, à partir du moment où il y a une donnée personnelle, tout le monde est concerné. Les seuls qui vont être non concernés par ce règlement, c'est effectivement, par exemple, les associations dans certains cas, mais véritablement tous les acteurs B2C, B2B sont concernés. Ah bon, mais moi j'avais cru comprendre que comme je suis dans le B2B, j'étais tranquille. Eh bien non. À partir du moment où l'on traite de la donnée personnelle, que ce soit à titre professionnel ou à titre non professionnel, cette donnée est protégée. Et donc, lorsqu'on est en contact avec une entreprise, on est en réalité toujours en contact avec un individu. Et à partir du moment où l'on collecte son nom, son prénom, une adresse IP, qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne, on tombe sous le coup du règlement RGPD. Bon, mais si je sous-traite la gestion de ma base à un fournisseur quelconque, je serai donc tranquille. Eh bien non, on ne l'était pas auparavant, on le sera encore moins demain, puisque le sous-traitant et le responsable du traitement, c'est-à-dire vous qui décidez de mettre en place le traitement, allez être solidairement responsables de la conformité du traitement. Ça veut dire que le sous-traitant et le responsable sont tous les deux en première ligne, alors qu'auparavant le sous-traitant était un petit peu en seconde ligne, dans le respect de la réglementation. Ok, donc on l'a compris, le RGPD c'est maintenant, c'est pas très longtemps, avec des impacts importants. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement la définition du RGPD ? Alors, c'est un règlement, comme je disais en démarrant, ça veut dire qu'il est d'application immédiate, sans avoir besoin de texte de transposition au niveau national. Et il va mettre en place de nouveaux droits pour les individus. Alors, les personnes physiques sont protégées, pas les personnes morales. Mais comme les personnes morales sont fréquemment celles qui traitent des données et qui sont responsables du traitement, c'est elles sur lesquelles vont peser de nouvelles obligations pour s'assurer du respect des droits et notamment de la vie privée des individus. Alors, si on rentre un peu dans le détail sur la partie droit renforcé pour les personnes, quels sont les points clés qu'on peut ressortir ou faire ressortir du RGPD ? Alors, on a toujours quand même des bases qui sont identiques depuis la loi française de 78 et la directive européenne de 95. Ce sont des éléments
qui ont été renforcés, mais qui demeurent, c'est-à-dire le droit à l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est développé, ce droit à l'information, afin de permettre un consentement éclairé. L'idée, c'est qu'on ne peut pas donner son consentement si on n'est pas informé euh, de ce qu'est le traitement, des données collectées, de ce que le responsable va en faire. Ce consentement préalable, il est renforcé par le RGPD. On avait aujourd'hui un consentement, j'allais dire unique. Ce que l'originalité du RGPD, c'est qu'il crée ce que l'on appelle vulgairement le reconsentement. C'est-à-dire que lorsque la donnée est arrivée indirectement, on va devoir solliciter un nouveau consentement de la personne dont on va traiter les données, typiquement dans les situations de cession de fichiers ou de prêt de fichiers. Autre droit renforcé, il existait déjà, c'était le droit d'accès, de rectification, d'opposition, mais il est renforcé, c'est-à-dire qu'à tout moment, même après avoir donné préalablement son consentement, la personne concernée, sans avoir à justifier d'une quelconque raison ou d'un quelconque motif, peut retirer son consentement s'il estime qu'il n'a plus à le donner. Et notamment, par exemple, s'il considère que le responsable du traitement ne respecte pas les obligations et la vie privée. Enfin, autre droit important, c'est celui de la portabilité des données. L'idée est de permettre à la personne concernée de pouvoir changer de prestataire, pouvoir changer facilement, comme elle le fait depuis quelque temps avec, par exemple, son prestataire en communication, d'aller voir un autre prestataire et d'obliger le précédent à transférer à ce nouveau prestataire toutes les données qu'il détient sur cet individu. Donc là, on a parlé pas mal des personnes. Côté entreprise, au final, ces nouveaux droits vont générer donc des obligations. Alors, vous pouvez un peu nous détailler? Les obligations, à nouveau, on ne part pas de zéro. La base reste la réglementation sur les données personnelles telles qu'elles existaient auparavant. La seule chose, c'est qu'auparavant, on déclarait un traitement à la CNIL et la plupart du temps, on estimait que l'on était conforme. Aujourd'hui, il n'y a plus de déclaration préalable, mais un travail de fond du responsable du traitement pour démontrer qu'il est en conformité. Il va donc devoir réaliser un inventaire, un audit, savoir ce qu'il collecte, ce qu'il en fait, comment ce traitement est opéré, comment il est stocké, archivé, comment on respecte notamment la sécurité de ces données. Donc ça, c'est un point important. C'est aux entreprises de prouver leur conformité. Ensuite, l'idée est de minimiser les risques portant sur les atteintes à la vie privée et donc de ne collecter que les informations absolument nécessaires. Donc l'idée est d'éviter d'avoir des applications ou des traitements qui collectent un maximum d'informations en se disant bah, plus tard je verrai ce que j'en fais. Donc l'idée dans le RGPD, c'est de ne collecter que ce que l'on a besoin en fonction de l'objectif poursuivi par le traitement. Ensuite, le corollaire de la slide précédente, qui était les droits renforcés des personnes, joue aussi au niveau des entreprises qui devront permettre plus facilement, plus aisément aux personnes de pouvoir exercer leurs droits. Donc, on est un parallélisme des formes. Si on peut répondre par email, on doit pouvoir exercer son droit par email sans devoir envoyer, par exemple, une lettre recommandée, etc. Enfin, je l'évoquais, sur la sécurité des données, c'est un point essentiel puisque le responsable du traitement est celui qui doit s'assurer en permanence de la sécurité des données collectées. Et on voit avec les affaires récentes de perte de données, de vol de données, de hacking, que cet aspect de sécurité est très important et c'est un point central de la responsabilité des entreprises que d'assurer la sécurité de ces données. Donc on le voit, hein, des obligations à la fois de forme, à la fois d'audit, à la fois de conception, mais également informatique, donc un scope assez large. Pour autant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui identifient le RGPD comme une charge. Vous, votre conviction est un petit peu différente. Vous le voyez également comme une source d'opportunité. Oui, alors effectivement, on a facialement des obligations supplémentaires, des droits renforcés pour les personnes dont les données sont collectées, mais on a en retour un avantage important. D'une part, c'est que les entreprises, et nous on le constate dans les missions qui nous sont confiées, ne savent pas quelles données sont collectées, lesquelles sont stockées, lesquelles elles traitent. On se rend compte dans l'audit d'identification des données que l'on a souvent au fur et à mesure des traitements qui ont été mis en place, des logiciels améliorés au cours du temps, une perte de maîtrise de l'information.
Et donc, remettre tout à plat va permettre aux entreprises véritablement de pouvoir améliorer leur connaissance de leur traitement et donc optimiser ces traitements et surtout pouvoir en tirer tous les intérêts qu'ils ont cherchés à l'origine. Ensuite, avec les impératifs de privacy by design, security by default, etc., on va avoir une réduction des risques. Donc, une sécurité renforcée permet d'éviter des risques. On voit le nom des entreprises répandu dans la presse lorsqu'il y a eu des failles de sécurité ou des vols. À partir du moment où on renforce cette sécurité, on réduit le risque de se voir porté comme un paria lorsqu'il y a eu de ce type de risque. Ensuite, le RGPD d'application immédiate, unique et harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne permet d'éviter des coûts d'opportunité où certains responsables du traitement pourraient choisir un autre pays pour s'installer, un pays où les règles seraient moins strictes et où ils pourraient faire de la concurrence déloyale finalement aux acteurs français en se positionnant en dehors de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque même les acteurs non européens sont obligés de respecter le RGPD à partir du moment où leurs traitements sont à destination des citoyens européens. Ça veut dire que chacun se voit appliquer à l'intérieur de l'Union européenne et même en dehors de l'Union européenne des règles uniques. Donc on a chacun en fait se bat avec les mêmes armes. Ce qui fait que enfin on a un avantage concurrentiel, c'est-à-dire que face à deux prestataires, deux entreprises distinctes, celle qui respectera le RGPD aura un avantage par rapport à celle qui ne le respecte pas. D'une part parce qu'elle apportera plus de sécurité aux personnes quant à la gestion de leurs données, la sécurité de leurs données, et d'autre part, elle pourra de cette manière engranger plus de clients et développer plus de services. Merci. Ce que je vous propose là, c'est toujours dans une logique de point de repère. On s'est posé la question, où en sont les entreprises aujourd'hui? Et c'était à la fois point de vue de nomination pour se dire, est-ce que nous, on est plutôt en avance ou pas? Et puis pour accompagner nos clients sur cette réflexion. Donc on a conduit une étude auprès de 80 décideurs en charge de la data. Donc, on les a sollicités en septembre, donc ça commence à faire quelques semaines, mais on était normalement vraiment dans le lancement des projets RGPD. On a interrogé à la fois des gens qui étaient plutôt dans le B2B, des gens qui étaient dans le B2C, des gens qui étaient sur les deux, et on a interrogé des grandes entreprises, des ETI et des PME. Donc, je vous propose de partager rapidement ces résultats. La première question, c'est est-ce que les décideurs qui s'occupent de la data pensent avoir une bonne compréhension du sujet RGPD? Aujourd'hui, les principales réponses montrent qu'il y a environ que 12% des décideurs qui indiquent qu'ils maîtrisent le sujet. Ce qui est relativement faible, puisqu'on se dit que le règlement s'appliquant dès mai 2018 et impliquant des projets informatiques, des ajustements informatiques, des ajustements sur les contrats, etc., on se dit qu'on commence simplement le sujet et qu'on est loin d'avoir fait le tour. Quand on interroge les personnes sur les conséquences du RGPD, sur leurs services, sur leur fonctionnement, on se rend compte que la maîtrise la connaissance, la maîtrise de ces éléments. Donc la question, est-ce que les 52% ne comprennent pas? En tout cas, les 52% du panel nous disent qu'ils maîtrisent très très peu, très très mal ce que c'est la RGPD. D'ailleurs, on en parlait en off avec Frédéric. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui l'associent à on n'a qu'à refaire une déclaration CNIL, ça nous prendra une demi-heure et c'est fini. On n'en est vraiment pas là. Sur les conséquences du RGPD, de la même manière, les gens sont assez flous sur les conséquences très opérationnelles que peut avoir le RGPD. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'à la question « est-ce que vous avez conscience des impacts, des sanctions ?», là, pour le coup, ça commence à être mesuré, puisque pratiquement 80% des gens identifient le risque financier significatif. Donc, on parlait de 4% d'amende, 4% du CA de l'entreprise en amende ou 20 millions d'euros. Donc, le sujet est peu connu, mais les impacts pas encore maîtrisés, mais par contre, le risque commence à être identifié. Et donc, on se dit, si le risque est identifié, normalement, les gens doivent prioriser le RGPD comme étant un sujet important et majeur à traiter. Et aujourd'hui, oui, 4% du CA mondial, tout à fait, Anne. Donc, clairement, c'est une sanction qui est censée faire peur à des entreprises américaines
qui déclarent peu de chiffre d'affaires en Europe, mais qui en font de manière significative au niveau mondial. Et donc aujourd'hui, la priorité du RGPD n'est réelle que pour un décideur sur 3. Et quand on connaît, pour l'avoir fait chez Nomination, l'impact que ça peut avoir, le temps que ça nécessite, on se dit que les gens sont plutôt en retard, on va dire. Ensuite, on s'est interrogé sur qui dans l'entreprise porte le sujet. Et quand on voit le panel, on se rend compte que le sujet, en fait, il est Très transversal. il est transversal, effectivement, ce qui fait que, évidemment, le juridique est cité, mais d'autres personnes identifient que c'est d'abord un sujet informatique, d'autres, c'est un sujet de direction générale, d'autres, c'est un sujet de marketing. Bref, on sent bien que c'est un sujet très transverse et que donc la responsabilité de la mise en œuvre est forcément un peu diffuse, ce qui rend d'autant plus complexe le projet à être conduit. Et enfin, on a interrogé les personnes pour savoir quels étaient les moyens qu'ils comptaient mettre en œuvre pour être en conformité. Et à notre grand étonnement, le principal moyen identifié par notre panel, donc c'était en septembre, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un peu comme vous peut-être aujourd'hui, c'est de participer à des séminaires, participer à des formations, donc faire de la prise d'information. Donc pour nous, ça veut dire simplement que les entreprises en sont juste à la première étape, s'informer, et que le côté mise en œuvre réel commence à peine à arriver au niveau des entreprises. On a fait une petite recherche pour voir quelle était la fréquence de recherche du terme RGPD. Donc, on a utilisé les outils de Google. On se rend compte que le sujet, alors que la loi, enfin le règlement a été voté et défini en mai 2016, il n'y a que depuis la rentrée où on voit la courbe de la recherche qui commence à augmenter. Donc clairement, c'est un sujet qui, chez les spécialistes, est identifié depuis un moment, mais qui commence simplement à arriver au niveau des opérationnels. Alors, une question de Paola. Bonjour, avec la RGPD, est-ce que les données doivent être obligatoirement être stockées sur des serveurs en Europe? Alors, ce point-là dépend de vos traitements, de leur nature, bien évidemment. Aujourd'hui, en fonction de ce que vous voulez offrir à vos partenaires, un stockage en France ou en Europe peut être préféré pour éviter l'atteinte de ces données par des acteurs étrangers. Et on pense particulièrement, comme vous le disiez, aux États-Unis, puisque l'idée d'avoir des serveurs et des stockages en Europe est d'éviter d'une part un transfert en dehors de l'Union européenne qui nécessite un encadrement contractuel particulier ou bien une adhésion au fameux Privacy Shield qui a remplacé le Safe Harbor, mais surtout qui n'empêche pas notamment les autorités américaines de manière plus ou moins officielle d'avoir accès aux données qui sont sur ces serveurs situés sur le territoire des États-Unis. Et donc aujourd'hui, dans une optique de sécurité, il est vrai que des entreprises souhaitent et mettent en avant un stockage en Europe plutôt qu'ailleurs. Merci Frédéric. Donc, je vous propose de basculer sur la quatrième partie de notre webinaire. L'idée étant de partager avec vous les modalités de mise en œuvre, un retour d'expérience très pratique, celui qu'on a conduit au sein de Nomination avec Marie. Alors, on va juste prendre une question au passage. Doit-on demander à nos contacts existants leur consentement? Donc, c'est la notion de reconsentement sur le stock. Alors, sur le stock, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où votre contact est un contact régulier, on peut penser notamment aux relations clients. À partir du moment où aujourd'hui vous étiez déjà conforme à la norme simplifiée CNIL, vous êtes en contact régulier avec cette personne-là au titre d'une prestation, d'un contrat, d'une fourniture quelconque, et vous avez parfaitement le droit de collecter et de traiter ces données pour les besoins de la relation commerciale ou de service que vous avez avec elle. C'est uniquement si jamais il y a un transfert de ces données ou un nouveau contact qu'à ce moment-là, vous devez obtenir son consentement. On peut penser notamment si, par exemple, vous changez la finalité du traitement ou bien si vous décidez qu'une partie du traitement aura lieu en dehors de l'Union européenne, ce qui suppose un transfert de données. À ce moment-là, il faudra
une nouvelle information de ce contact existant, parce que vous changez la finalité du traitement ou ses modalités, et obtenir son consentement sur cette nouvelle configuration. Mais si vous ne changez rien aux caractéristiques du traitement, vous n'avez pas à redemander un consentement. Euh, Je vois arriver une question. Oui, la question piège. La question piège. Ouais. Alors, les contacts B2B, opt-in ou opt-out. Donc, petite définition opt-in, opt-out pour être bien d'accord. Alors, l'opt-in, c'est demander à une personne que l'on contacte son consentement, son accord pour que ces données soient ensuite collectées et traitées. L'opt-out, c'est de collecter et de traiter ces données et de proposer à la personne, si elle ne souhaite pas que ces données soient traitées, de manifester sa volonté, son refus de ce traitement. Aujourd'hui, le RGPD, sans faire de distinction B2B ou B2C, prévoit un opt-in. Donc, il n'y a pas d'opt-out. C'est un point très important. Alors, je nuance par rapport à la question qui précédait, c'est-à-dire que lorsqu'on a un contact existant avec lequel on entretient des relations suivies, on n'a pas besoin de reconsentement. En revanche, si on a un nouveau contact, qu'il soit professionnel ou consommateur, on doit obtenir un consentement préalable. Quand on dit préalable, c'est au plus tard au moment de la collecte de la donnée. On va arrêter 2 minutes là avec les questions pour pouvoir avancer sur le webinaire. On a gardé du temps sur la fin de la présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, Marie, au final, pourquoi nous, on a été chez Nomination particulièrement sensible au sujet RGPD? Alors nous, notre métier, c'est de collecter de la donnée sur les décideurs, ceux qui font le business en France. Aujourd'hui, on a à peu près 240 000 décideurs dans notre base de données et on avait un double enjeu. Le premier, c'est de rassurer ces 240 000 décideurs sur ce qu'on fait de leurs données. Parce qu'à partir du moment où ces 240 000 décideurs sont confiants dans la façon dont Nomination traite leurs données, eh bien, ça va répondre à notre deuxième enjeu qui est celui de rassurer nos clients qui, en utilisant nos solutions, sont sûrs d'accéder à une donnée qui a été collectée dans les règles de l'art. Et ça a été vraiment très, très important. C'est la raison pour laquelle on a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps très en amont. Alors, Marie, quel était le point de départ de notre réflexion sur le RGPD? Eh bien, en fait, on s'est dit que la donne s'inversait complètement avec le RGPD, puisque si jusqu'à présent, en cas de contrôle, c'est la CNIL qui doit prouver qu'on n'est pas conforme, on a bien pris conscience qu'à partir du mois de mai, les rôles s'inversent et que si demain la CNIL arrive chez Nomination, eh bien, il faudra que nous soyons en mesure de lui apporter la preuve que nous travaillons en toute conformité et avec des processus qui sont clairement établis. Ok, alors très concrètement, tu peux nous dire un peu le contexte et la méthodologie qu'on a mis en place pour se mettre en situation de respecter la RGPD? Alors, comme on l'a dit au tout début de ce webinaire, en fait, c'est un chantier qui est très long. Il y a la phase d'audit, effectivement, qui permet d'avoir une bonne vision de la donnée. Alors, chez Nomination, c'est relativement simple, puisque notre métier, c'est de produire de la donnée. Mais néanmoins, quand on regarde toutes les étapes de mise en conformité, on sait que c'est un chantier qui est assez long, qui est quand même plutôt complexe. Donc l'idée, c'était de se dire, comme on est une petite structure d'un peu plus de 60 personnes et qu'on n'a pas de spécialistes juridiques en interne, eh bien, il faut qu'on trouve une organisation qui nous permette à la fois d'adresser ce sujet tout en continuant à exercer nos missions opérationnelles. Donc ça a vraiment été un point très important. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que d'abord, il fallait faire adhérer les équipes en interne. Donc on a essayé de travailler avec tous les services de l'entreprise pour pouvoir vraiment expliquer aux équipes quel était le but de la mise en conformité. Et puis surtout, on a essayé de développer des actions très simples avec une mise en situation immédiate pour voir un petit peu les différentes étapes se réaliser les unes derrière les autres. Alors, tu parles d'étapes. Est-ce que tu peux un peu nous détailler, on va dire, le plan d'action qu'on a lancé en janvier et qui est toujours en cours?
Alors, on a commencé par faire, j'ai envie de dire, l'étape essentielle qui est de dire quels sont les traitements que l'on réalise sur nos données. Donc, il a fallu qu'on rédige ce fameux registre des traitements qui est un petit peu la Bible. C'est-à-dire que, encore une fois, si demain on a un contrôle, il faut qu'on soit en mesure de dire, bah voilà, aujourd'hui les données c'est quoi, comment elles sont collectées, qui sont les prestataires auxquels on fait appel. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ce registre-là et surtout de se mettre en condition de le mettre à jour régulièrement, parce qu'on va l'écrire à un instant T, mais les choses évoluent et il faut vraiment être en mesure de pouvoir l'alimenter et le faire vivre de manière très très régulière. Donc ça a été la première étape. C'est un petit peu le prérequis, parce que si on n'a pas ce registre des traitements, bah, c'est très compliqué ensuite de pouvoir déployer les autres étapes de la mise en conformité. Cette cartographie, j'ajoute, Marie, est vraiment le point de départ qui permet non seulement la suite et donc d'identifier les prochaines étapes, mais également de pouvoir quantifier le travail à accomplir et de savoir quel acteur de l'entreprise on va devoir impliquer. Tout à l'heure, Benoît évoquait cette espèce de foison, les RH, le juridique, l'informatique, les finances, etc. Évidemment, en fonction des traitements, on va avoir des acteurs différents et savoir pouvoir déterminer qui finalement doit prendre le lead sur cette opération-là. Alors la deuxième étape que l'on a réalisée, ça a été de désigner notre correspondant informatique et liberté, qui a pour but de devenir DPO au mois de mai prochain. Donc on l'a fait en concertation dans l'entreprise et on a publié cette information auprès de la CNIL qui a entériné cette désignation. Ça permet aussi, en ayant un correspondant informatique et liberté, encore une fois, de rassurer et nos clients et nos décideurs, parce que c'est vraiment une des premières étapes qui permet de bien comprendre que l'entreprise a une bonne vision de ce qu'il attend en termes de conformité et qu'elle adresse vraiment le sujet de manière très complète. Ensuite, on a un certain nombre d'autres chantiers qui sont très importants, notamment de travailler sur tout le système d'information, parce que la capacité à offrir la possibilité aux décideurs de dire stop à un moment ou à un autre, ça nécessite de bien mettre en place des processus avec une historisation tout au long des processus, puisque, encore une fois, nous avons la charge de la preuve. Donc, il y a un travail qui est important à faire sur les systèmes d'information en général. Et là, bien entendu, on fait appel aux équipes de la direction informatique. On fait appel aussi aux équipes de marketing qui mettent en place un certain nombre de traitements et de suivi de la donnée. Donc voilà, il y a un sujet qui est assez lourd, parce que dès qu'on fait bouger une virgule dans un système informatique, ça peut avoir des répercussions. Donc encore une fois, il faut se donner le temps de travailler dans de bonnes conditions et d'anticiper les effets collatéraux si tant est qu'il y en ait. Et puis ensuite, on a un autre sujet qui est très important, puisque à partir du moment où on réalise des traitements sur la donnée, on doit être en mesure d'identifier l'impact de ces traitements sur la protection de la vie privée. Ce sont les fameuses études d'impact, qui sont des documents. Alors la CNIL aide à la réalisation de ces documents. Elle propose de la documentation qui est en accès libre sur leur site, qui permet d'avoir une base de travail. Mais derrière, il y a tout un travail de réflexion et d'identification des risques, des menaces qui pèsent en matière de données sur l'entreprise. Alors là, en plus, on peut être très, très créatif, parce que les menaces, elles peuvent arriver de sources très, très différentes. Elles peuvent arriver de l'interne, de l'externe, de collaborateurs, de prestataires. Il peut y avoir des failles de sécurité. Donc, ces études peuvent arriver à identifier des risques qui, pour la plupart, ne se présenteront jamais, mais il faut les avoir identifiés, et j'ai envie de dire que c'est vraiment une étape qui est à la fois importante et très chronophage, parce que si on va jusqu'au bout du bout dans l'identification des risques, des menaces et des solutions qu'on doit être en mesure d'apporter, on peut effectivement consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et surtout revoir en profondeur la façon dont on gère la donnée. Donc, si on résume, une phase d'audit assez longue. Oui. Une phase de formalisation finalement de tout ce qu'on fait avec la donnée. Donc, ça va transformer l'audit en un document d'identification. Un journal, c'est le registre des traitements, c'est véritablement un journal de bord que l'on tient à jour régulièrement de tous les événements sur les traitements. Et ensuite, donc, nous avons des impacts, alors à la fois sur les systèmes d'information, à la fois sur, on va dire, la partie contractuelle. Oui, parce qu'en fait, l'idée est que derrière, il
il y a effectivement la mise en place de solutions techniques pour assurer la conformité et la sécurité, mais il y a également des impératifs juridiques et il faut donc remettre à plat des participants évoqués par exemple les CGV à destination des clients, mais il y a évidemment par exemple en interne la charte informatique, voire les contrats de travail de certains des salariés, par exemple qui auront des accès privilégiés ou particuliers à certaines données, les contrats avec les fournisseurs, les sous-traitants, justement, les sous-traitants notamment qui participent à la chaîne de traitement de l'information, devront disposer de contrats écrits avec des dispositions obligatoires. Et ça, par exemple, ça fait partie d'un article complet du RGPD, l'article 28 pour le citer, qui prévoit les dispositions qui doivent figurer obligatoirement dans un contrat écrit avec son sous-traitant, sous peine de sanctions. Et là, les sanctions, alors on n'est pas à 20 millions d'euros et 4%, on n'est qu'à 2% et 10 millions d'euros, et le risque est quand même important. Et au-delà du risque pénal, qui a bien été, enfin, du risque de sanction financière qui a été bien identifié par les personnes, c'est en réalité le risque de voir son nom jeté en pâture dans la presse en indiquant que cette entreprise n'a pas été à même de pouvoir mettre en place les dispositifs contractuels et techniques de sécurité de l'information, et donc faire fuir la clientèle en fait de cette entreprise qui n'a pas pu être conforme. Alors, avant de répondre à la question qui nous a été posée sur le logiciel de la CNIL, je voulais juste compléter en expliquant que, en fait, tout au long de ces mois sur lesquels on a travaillé sur le RGPD, une des principales contraintes qu'on s'est données, c'est de documenter au maximum. On a réécrit la politique de protection des données personnelles. Ça permet à toute personne de savoir comment on travaille ces données. On a documenté le processus de gestion des réclamations. On a documenté les informations aux décideurs en cas de faille de sécurité. On a essayé d'avoir effectivement une documentation qui va venir s'enrichir au fil de l'eau, mais qui permet vraiment d'avoir un socle et de bien périmétrer nos différentes interventions sur les données. Donc ça, c'est très important. Et pour répondre à la question qui a été posée sur le logiciel de Comme le disait Thomas, ce n'est pas forcément une question, il a partagé avec nous le lien de téléchargement d'un petit outil proposé par la CNIL qui permet de rédiger l'étude d'impact. Après, qu'on soit clair, hein, le plus long, c'est pas lancer, ouvrir le logiciel, c'est d'écrire le contenu et surtout de définir en fait les actions correctrices qui sont associées à tous les problèmes, parce qu'on en a tous les problèmes qu'on va identifier sur l'organisation, sur les règles d'accès, etc. Et en fait, ce qui conditionne une rédaction correcte de cette étude d'impact, c'est la connaissance préalable de l'architecture et des flux des traitements de données, parce qu'évidemment, les risques ne sont pas les mêmes si, par exemple, les données sont toutes stockées dans un endroit unique, par exemple dans l'entreprise, ou bien si on fait appel à des prestataires externes pour ce stockage, à un autre prestataire pour l'archivage, par exemple, ou encore à des sous-traitants qui viennent, par exemple, enrichir la donnée. Il y a tout je veux dire, une évolution et une graduation du risque qui est étroitement dépendant de l'architecture du traitement. Et c'est pour ça que la première étape qu'évoquait Marie, qui est véritablement de cartographier les traitements, est essentielle pour toute la suite de la mise en conformité RGPD. Alors, on va se faire 5 minutes de conclusion sur l'expérience de Marie sur la mise en place du RGPD au sein de Nomination. Et puis ensuite, on sera ravis de continuer à échanger avec vous sur vos questions. Donc Charlotte nous a posé une question sur les conditions générales de vente, on va y revenir. Donc Marie, qu'est-ce que tu retiens de ces longs mois de travail sur le sujet RGPD? Alors, effectivement, comme je le disais à l'instant, l'importance à documenter, parce que je pense que c'est ça qui fera la différence en cas de contrôle, sachant que chez Nomination, on a la chance d'avoir des données personnelles, mais des données non sensibles. Donc les risques sont quand même beaucoup plus maîtrisés que pour des entreprises qui travaillent en B2C et qui gèrent des données beaucoup plus sensibles comme des numéros de carte bancaire et autres. Aujourd'hui, en B2B, on est encore dans une sorte de zone grise, et notamment au niveau de l'opt-in ou l'opt-out. Et d'ailleurs, chez nous, en termes de recueil du consentement, on a mis en place un système qui se base encore sur l'opt-out et qui permettra aux personnes d'exercer leur droit de retrait si elles le souhaitent.
voilà, on a encore un certain nombre de sujets qui sont un petit peu flous et on attend maintenant de voir comment la CNIL va se positionner par rapport à ces sujets qui, en B2B, ont des enjeux très forts. D'ailleurs, peut-être Frédéric, est-ce que vous avez un peu d'actualité sur la déclinaison française du RGPD? Oui, alors l'actualité est un petit peu part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a un énorme travail des CNIL européennes et particulièrement de la CNIL française qui est quand même le fer de lance, notamment dans le groupe de l'article 29 qui réunit les CNIL des 28 pays européens pour établir toutes ces lignes directrices, c'est-à-dire la mise en application des règles du RGPD avec des recommandations, des documents de travail. On l'a évoqué là pour les études d'impact, mais la CNIL a également récemment publié un document sur les contrats avec les sous-traitants, sur la désignation du DPO, sur l'identification de l'autorité compétente. Quand on est dans plusieurs pays européens, quelle autorité va-t-on choisir? La française, l'allemande ou l'italienne? Donc tous ces documents qui viennent enrichir, compléter, préciser le RGPD sont en cours d'élaboration. Donc on a un gros travail qui est fait par les CNIL européennes. Et en même temps, il y a un toilettage des textes nationaux qui doit être réalisé pour pouvoir être en conformité avec le RGPD, éviter les doublons qui sont source d'ambiguïté. Et sur ce travail-là, il est certain que la CNIL a pris un petit peu de retard, et pas seulement la CNIL, hein, le gouvernement également, parce que normalement, le projet de loi qui modifiait la loi informatique et liberté aurait dû être déposé sur le bureau de l'Assemblée avant la fin de cette année. Il ne le sera vraisemblablement pas, donc il est à craindre que la loi française ne soit pas prête fin mai 2018. Par ailleurs, on a également un autre aspect qui est important. En ce moment, on est en phase d'adoption d'un autre règlement qui vient compléter le RGPD, qui est le règlement e-privacy, qui règle notamment, par exemple, les questions des cookies. Et donc, ce règlement-là devait également être adopté incessamment pour pouvoir entrer en vigueur au même moment que le RGPD en mai 2018, et il n'a toujours pas été adopté. Donc, il est certain que l'on va avoir une zone un petit peu grise à partir du 25 mai 2018. Je pense qu'il ne faut pas en profiter pour ne pas se mettre en conformité, mais au contraire en profiter pour prendre de l'avance, puisque de toute manière, ce règlement s'appliquera dans toute sa rigueur au fur et à mesure. Donc il est certain que les CNIL, au début, vont faire preuve de pédagogie, comme elles l'ont toujours fait, hein, notamment la CNIL française ont toujours essayé d'être pédagogue plutôt que de sanctionner systématiquement. On peut penser qu'elle va le faire, mais en même temps, les récentes scandales qui ont eu lieu sur des pertes de données, des vols de données, avec des conséquences gravissimes sur les personnes, hein, il y a eu des suicides à la suite de certaines informations rendues publiques par des failles de sécurité. Les CNIL vont être très vigilants sur notamment cet aspect de sécurité, malgré quelques retards de texte. Ok, merci Frédéric. Donc merci à vous de votre participation. Il nous reste un peu de temps. Ce que je vous propose, c'est de prendre vos questions les unes après les autres. Donc on avait une question de Charlotte sur le sujet de la refonte des conditions générales. Et faut-il être, sommes-nous dans l'obligation d'informer les clients de la mise à jour de ces conditions générales? Alors, les conditions générales ont une vie propre, indépendante des règles de protection des données personnelles, et obéissent lorsqu'on les actualise, à une information préalable des nouveaux clients, bien évidemment, et des clients existants. On a des dispositifs de prise de connaissance. En revanche, comme je l'indiquais sur une des questions qui précédait, à partir du moment où on est dans une relation d'affaires suivie avec un client, bien sûr, on informe des nouvelles conditions générales de vente. C'est encore mieux de lui faire accepter, hein, puisque ça permet d'avoir une opposabilité certaine, mais on n'a pas besoin, comme je le disais, de nouveaux consentements si le traitement est le même qu'auparavant. Hein, c'est un point important. En revanche, et quand Marie ou Benoît évoquait opt-in ou opt-out, etc., je crois qu'en réalité, on va avoir opt-in et opt-out. C'est-à-dire que l'opt-in est nécessaire au moment où on collecte l'information, où on prend le contact, mais l'opt-out demeure en tout état de cause, puisque avec le RGPD, la personne concernée peut à tout moment retirer son consentement.
Donc, c'est un point important à garder en tête, c'est opt-in et opt-out. Après, sur le fonctionnement fin et les exigences de l'opt-in au moment de la prise de contact et de la collecte d'informations, sans doute, et comme ça a été fait sur plusieurs normes simplifiées de la CNIL qui sont toujours applicables jusqu'au 28 mai 2018, il y aura des aménagements, vraisemblablement, pour s'adapter. L'idée n'est pas de tuer les entreprises qui traitent de la donnée personnelle, mais de les aider et de renforcer aussi leur sécurité. Donc il y aura des aménagements, mais gardons en tête que c'est opt-in et opt-out. Alors, question de mode, est-ce que les processus RH font partie du périmètre? Bien sûr. Alors, tous les processus, il faut bien voir qu'à partir du moment où on traite d'une donnée personnelle, quel que soit l'objectif et le but, elles sont soumises au RGPD et particulièrement les données RH. Alors, sur les données RH, il y a un point important, c'est un élément qu'évoquait Benoît, c'est qu'il existe, on collecte des informations dites sensibles. Qu'est-ce qu'une information sensible? C'est une information dont la connaissance rentre un peu plus dans la vie privée des personnes concernées. Ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation de santé, de handicap, une opinion politique, une opinion religieuse. Également, par exemple, le numéro de sécurité sociale. C'est véritablement la donnée la plus sensible qui existe et la CNIL est excessivement attentive à l'utilisation qui est faite du numéro de sécurité sociale qui normalement ne doit pas être collecté, sauf cas très particuliers, notamment en matière RH. Donc les RH sont véritablement, font partie des différents traitements qui doivent être conformes. Alors, les questions s'enchaînent. Comment pouvons-nous appliquer le droit à l'oubli? Alors, le droit à l'oubli est vu doublement par la loi française, notamment la loi pour une république numérique et puis le RGPD. Ce droit à l'oubli, en réalité, c'est une démarche volontaire, expresse, d'une personne qui souhaite que, sur par exemple des moteurs de recherche, des résultats soient éliminés. L'idée n'est pas d'effacer l'histoire, d'effacer ce qui s'est passé. Donc, si par exemple on traite d'une condamnation, d'une interdiction bancaire, d'une situation de maladie, etc., on ne va pas effacer cet historique et ce qui a existé. Mais en revanche, on va effacer les moyens d'aller les retrouver, donc les systèmes d'indexation, les moteurs de recherche. Et ça, c'est une démarche individuelle de la personne. Alors, on va essayer d'accélérer les réponses parce que les questions s'enchaînent. Dans le cas de l'opt-out, comment peut-on savoir que le contact s'est désabonné si on doit anonymiser le contact? Ah oui, alors ça, c'est le paradoxe, effectivement, du sujet. Chez Nomination, on a pris le parti de crypter. Alors, qu'est-ce que c'est que crypter? C'est-à-dire que, effectivement, pour pouvoir conserver la trace que la personne a dit non à un moment donné, on est bien obligé de la garder en base, sauf qu'on a un traitement particulier qui fait que cette personne, elle sort du système d'information, elle est conservée dans une base annexe qui permet, au moment où on réintègre des contacts à un instant T, de pouvoir utiliser cette liste comme un repoussoir et savoir que cette personne a dit non à un instant T. Question de Paola, est-ce qu'un ticket de caisse qui compte avec un numéro de carte client, un prénom, etc., est-ce que ça peut être considéré comme de la donnée personnelle? Alors, la définition de la donnée personnelle est très large et celle qui figure dans le RGPD a bénéficié de l'évolution de la jurisprudence. Donc, autrefois, on avait nom, prénom, puis on a eu l'adresse mail, on a désormais l'adresse IP. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont des données personnelles et surtout, on a l'idée que si une ou deux ne permet pas d'identifier une personne, par exemple, de corréler 2 ou 3 données permettant d'identifier une seule personne physique constitue une donnée personnelle. Donc, par exemple, un numéro de carte client. Donc, par exemple, un numéro de carte client, s'il est lié, Marie évoquait le cryptage, mais s'il est lié à une personne physique, est une donnée personnelle. Comme un numéro matricule dans l'entreprise, par exemple. Alors, question de Thomas, en B2B, est-ce qu'un numéro de téléphone de standard ou un mail générique, par exemple info@nomination.fr, est-ce que c'est considéré comme de la donnée personnelle, rapidement? Alors non. Il faut véritablement que ça se rattache à une personne physique. Ce que l'on protège, c'est l'information sur une personne physique. Alors Jérémy, dans notre IT, nous avons beaucoup de fournisseurs extérieurs. S'ils sont RGPD compliant, nous avons juste à sécuriser nos propres traitements? Alors, déjà, il faut vous assurer qu'ils sont compliant. Et puis ensuite, dans les contrats que vous avez avec eux, il faut faire figurer toutes les données qui sont désormais obligatoires, toutes les clauses contractuelles qui sont obligatoires de par le RGPD. Donc ça veut dire en réalité une refonte des contrats avec vos prestataires et sous-traitants. Et
si je peux me permettre, même si vous avez beaucoup de fournisseurs, je suis à peu près persuadé que vous avez malgré tout chez vous quelque part des bases et des fichiers qui vous rendent également responsable de traitement. Alors, autre question. Marie, comment aménager contractuellement la responsabilité entre le responsable du traitement et un sous-traitant? Alors, ça, c'est un point qui devait être auparavant réglé par le contrat avec le sous-traitant et qui aujourd'hui fait l'objet d'une obligation de la part du RGPD et de recommandations de la CNIL. Là-dessus, moi, je vous engage, comme sur beaucoup d'aspects, à aller sur le site internet de la CNIL où vous trouverez des recommandations et un début de modèle de contrat de sous-traitance qui n'est pas extraordinaire, mais qui a le mérite d'exister et qui vous permet de commencer à travailler sur un contrat conforme au RGPD avec les bonnes clauses contractuelles obligatoires. Alors, question de Fanny, je donne une carte de visite, est-ce que c'est un opt-in? Alors, c'est une difficulté parce que le fait de donner sa carte de visite, effectivement, peut être considéré comme un consentement. Le problème, c'est la preuve. Puisque aujourd'hui, le responsable du traitement, celui qui va récupérer la carte de visite et rentrer, par exemple, dans son Outlook, les données en question, est un responsable de traitement qui doit pouvoir prouver que la personne qui lui a donné la carte de visite était bien d'accord. Donc je dois me prendre en photo avec mon contact en train de me donner ma carte de visite. On peut tout imaginer. La recommandation que j'aurais, moi, pour être pragmatique, si on veut vraiment être à 100% conforme, c'est une fois qu'on a rentré dans son système les coordonnées de la personne, lui envoyer un petit mail de confirmation. J'étais ravi de vous rencontrer au cours de cette conférence. Je garderai vos contacts et on espère se voir bientôt. Voilà. Ça permet de démontrer que, voilà, une trace écrite d'un consentement. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Il nous reste encore 5 minutes, donc si certaines personnes veulent encore bénéficier de l'expertise de Frédéric, n'hésitez pas. En attendant, simplement, donc le webinaire a été enregistré, donc il sera mis à disposition. On vous enverra un petit mail, donc on va présupposer que vous êtes d'accord pour recevoir un mail de nomination pour pouvoir voir le replay de ce webinaire. Et puis, on a eu le plaisir de rédiger avec Frédéric un petit livre blanc sur la RGPD. Donc, on vous enverra également le lien pour ceux qui souhaitent télécharger ce livre blanc. Alors, merci à vous pour votre feedback. Alors, question de Caroline. Si nous sommes à la fois responsables de traitement et sous-traitants, devons-nous établir 2 registres différents? Alors, là, je vous avoue que c'est un point intéressant et que je n'ai pas encore vu pour le moment. Mais pour moi, vous avez effectivement un seul et unique registre, même si vous êtes dans différentes positions vis-à-vis soit de l'interne, soit de l'externe. Alors, si c'est sur des données différentes, c'est probablement 2 traitements différents. Donc, c'est globalement, oui, vous avez à faire le travail 2 fois. Hop, les dernières questions arrivent. Des normalisations de fichiers et de bases de données vont-elles être mises en place ou est-ce que ça sera propre aux entreprises? En gros, est-ce qu'il y a une norme globale où chacun se débrouille? Non, en fait, en gros, au début, chacun va se débrouiller, mais ce que cherche à encourager les CNIL, et c'est prévu dans le RGPD, c'est la mise en place de lignes directrices par secteur d'activité. Donc l'idée est que des acteurs d'un secteur se mettent ensemble autour de la table pour déterminer ce que sont les bonnes pratiques et les normes dans une activité industrielle ou de service, dans une activité plutôt B2C ou plutôt B2B, pour effectivement prendre en compte les particularités de chaque secteur. Il est certain que dans l'automobile, on va pas, et dans la construction automobile, on va ne serait-ce pas avoir les mêmes enjeux que dans la distribution automobile, si je prends un exemple de l'automobile. Et évidemment que, par exemple, dans les questions de prestations de services financières, ce n'est pas non plus les mêmes enjeux. Donc on va pouvoir garder ces lignes directrices distinctes, qui auront d'ailleurs pour base, parce que l'historique n'est pas écrasé, les normes simplifiées et les autorisations qui existaient auparavant de la CNIL. Alors, remarque de Clément, les sanctions vont donc mettre du temps avant de tomber. Alors oui et non, parce que les sanctions sont déjà tombées. Vous avez des loueurs de voitures qui, cette année, ont été sanctionnés par la CNIL, puisque la loi pour une république numérique a déjà permis à la CNIL d'augmenter les sanctions jusqu'à 3 millions d'euros. Donc on n'est pas encore aux 20 millions d'euros, mais on est déjà aux 3 millions d'euros. Et 2 loueurs de voitures ont été sanctionnés récemment sur le fondement de ces nouveaux textes. Donc oui, il y aura un aspect pédagogique dans un premier temps, mais il ne faut pas compter sur une clémence particulière de la CNIL, notamment en fonction des gravités
non-respect. Je pense que ça, c'est le message principal, c'est il faut avoir bien conscience des types de données que chacun a dans ses outils informatiques. Il y a des données qui sont plus sensibles que d'autres, et selon la nature des données, vous êtes forcément beaucoup plus, on va dire, vous allez être plus sur les radars que d'autres. La CNIL, tous les ans, choisit par exemple des secteurs d'activité, 3-4 secteurs d'activité sur lesquels ils font des enquêtes systématiques ou des types de traitements. Une année, ça avait été la biométrie, une autre année, la vidéosurveillance. Et donc, il est à fort à parier que, alors peut-être que 2018 va être une année un peu entre deux, une année de transition, mais dès 2019, les sanctions vont tomber, notamment pour les non-conformités les plus graves. Je pense aux questions de sécurité et aux données sensibles. Ok, nous sommes à la fin de notre séance. Vous êtes encore 32 connectés, c'est plutôt sympa. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum de vos questions. Et puis, n'hésitez pas donc à partager le webinaire enregistré qu'on vous fera passer, et puis à télécharger le livre blanc si vous voulez approfondir le sujet. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges, et puis on vous souhaite une bonne journée.